Voilà, chers amis, le moment tant attendu en ces conclusions de journée de débat, de discussion, d'affrontement bien sûr, mais aussi de réflexion et d'études qui ont été particulièrement réussies en cette saison. On en remercie bien sûr la revue politique et parlementaire et son partenaire, la ville de Saint-Raphaël, le maire bien sûr, M. Masquelier, les équipes de M. Masquelier avec Théo Tapiero, etc., qui ont joué un rôle éminent pour que ces rencontres se passent très bien de tous côtés, avec un public très fourni. Donc là, vous avez un petit peu le clou de cette matinée qui va être la conférence de clôture que nous avons décidé de confier à la philosophe Blandine Kriégel. C'est un exercice d'ailleurs redoutable, délicat, mais qu'elle va relever d'une main de maître. Blandine Kriégel, on ne vous présente pas. Merci d'être avec nous ce matin à Saint-Raphaël. Vous êtes professeure émérite des universités, ancienne conseillère auprès du président de la République Jacques Chirac. Vous avez également dirigé le Haut Conseil à l'intégration et vous êtes l'auteur d'une œuvre philosophique à la fois féconde et très novatrice. On vous doit notamment la redécouverte du concept, de la notion d'état de droit, ainsi qu'un travail systématique sur la généalogie de l'idée républicaine. Pour toutes ces raisons, vous allez évidemment nous éclairer en conclusion de ces débats, peut-être revenir d'ailleurs sur un certain nombre d'échanges que vous avez eu l'occasion d'entendre sur tel ou tel thème. Et je crois que vous aviez prévu un exposé, chère Blandine, un petit peu diachronique, le passé, le présent, le futur. Nous vous écoutons et si nous avons le temps, je l'espère, nous prendrons quelques questions, chers amis, parce que je suis sûr, certain, que vous aurez des questions à poser à notre oratrice. Chère Blandine Kriégel, on vous applaudit et c'est à vous. Merci, cher Alexis Lacroix, mesdames, messieurs, chers amis. Évidemment, j'associe mes remerciements les plus chaleureux à la revue politique et parlementaire, au maire, n'est-ce pas, de Saint-Raphaël et à la Société Deloitte qui nous ont accueillis si généreusement et si magnifiquement. Alors, je vais dire tout de suite, évidemment, mon modeste exposé ne prétend nullement à suggérer une conclusion d'ensemble de ces 3 journées extrêmement riches et qui est rendue difficile par l'adage que tout le monde connaît, « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc, je veux donc essayer de vous rappeler brièvement, au fond, que les débats d'abord auxquels nous avons assisté ont largement documenté et réfléchi ces questions et il suffirait, me semble-t-il, de les résumer pour avoir un tableau, sinon exhaustif, du moins un exposé plus complet des débats en cours. Je rappelle brièvement, mais vous l'avez tous en tête, qu'il y a un savoir de l'opinion qui entre dans la connaissance, qui est utile, non seulement aux hommes politiques, mais aux desseins qu'ils veulent entreprendre. L'entreprise aussi a quelque chose à enseigner aux politiques, notamment en ce qui concerne les crises et l'innovation, le développement des sciences. La connaissance de l'agrobiologie, des problèmes de bioéthique sont au cœur de la citoyenneté aujourd'hui. Au fond, la théorie conspirationniste de l'État profond ne concerne d'une certaine façon que la part de despotisme, comme avait dit Montesquieu, qui subsiste d'abord dans des régimes politiques qui ne sont pas du tout républicains, ou peut-être dans l'incomplétude de nos républiques démocratiques. Et évidemment, je ne regarde d'oublier les rapports entre le rationnel et la décision, la rencontre du savoir et les nouvelles idéologies, l'influence des groupes de pression, la construction de l'intérêt général auquel nous avons assisté ce matin dans un débat qui était véritablement passionnant. Donc, en remerciant tous les participants, je trouve qu'ils ont largement éclairé et renouvelé la question posée, et je le redirai en conclusion, si j'observe ce que nous avons appris. D'abord parce que ces réflexions, au fond, se sont largement dégagées de l'incrimination courante concernant la civilisation moderne qui serait envahie par le nihilisme et que l'ensemble, m'a-t-il paru, s'est orienté vers le traitement d'une interrogation fondamentalement politique qui n'avait pas encore trouvé sa réponse et par conséquent, au fond, sur l'espoir ou le désespoir que nous nourrissons vis-à-vis de l'avenir. Alors, à ce stade de nos réflexions, je vous propose d'aborder 3 questions qui ont déjà été engagées, mais qui pourront, je l'espère, servir de complément à ce qui a été établi. Comme vient de l'évoquer très justement Alexis Lacroix, au fond, 3 questions centrées sur le passé, le présent et l'avenir des relations du savoir et du pouvoir.
Première question, quelles ont été par le passé les relations des savoirs et des pouvoirs? Deuxièmement, quelle est leur situation aujourd'hui? Quels discours se sont imposés? Troisièmement, eh bien, au fond, que devons-nous conserver ou changer dans la perspective d'améliorer la démocratie, puisque c'était une des fins proposées à nos interrogations. Alors, premièrement, les relations passées des savoirs et des pouvoirs. Dans la société européenne occidentale, qui a été le cadre de nos échanges, et d'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse pour dire que font des problèmes qui font toujours la une des médias, l'Europe, les migrations, ont été comme en quelque sorte mis entre parenthèses, soit qu'ils aient été abordés, comme vient de le faire par exemple Kamel Daoun, dans une reformulation sur la différence entre l'orientalisme et l'occidentalisme, soit que carrément on les a mis pour une fois justement à l'écart. Et alors je dirais que dans la société donc européenne occidentale, les relations entretenues entre le savoir et les pouvoirs ont pris la forme d'un paradoxe, n'est-ce pas? Soit un paradoxe qui n'a pas cessé d'être commenté, soit ces relations reposent sur la séparation, un principe de séparation, soit sur un principe d'association, et d'ailleurs des principes qui sont à la fois alternatifs et parallèles. Alors d'abord, la séparation. Vous le savez tous, n'est-ce pas, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la philosophie politique moderne a reconnu que les républiques antiques d'Athènes et de Rome constituaient le modèle, en quelque sorte, de nos républiques modernes, même si au XVIIe siècle, on y a adjoint les écritures. Et d'abord, je commence par Athènes, évoquée plusieurs fois, en particulier hier par Monique Cantos-Perber, les hommes politiques d'Athènes ont dû assumer à leur manière, au fond, ce paradoxe énoncé plus haut. Chacun sait, on l'a évoqué donc, que Platon, dans la République, propose que les philosophes soient rois et détiennent le pouvoir. Sa revendication s'appuie explicitement sur sa conception de la philosophie, qui est à la fois sophia et épistémé, sagesse et science, selon le modèle mathématique du savoir qu'il a lui-même inscrit ou fait inscrire à la porte de son école, l'Académie, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. De même, Thucydide, en transcrivant dans la guerre du Péloponnèse le fameux discours de Périclès, fait gloire à Athènes, l'école de la Grèce, d'avoir exalté toutes les formes de technique et d'art, notamment évidemment les beaux-arts, la tragédie et la comédie, ils avaient raison d'en être fiers, et plastique autour du Parthénon, des cérémonies avec les fêtes civiques des Panathanées, bref, d'avoir continuellement associé les pouvoirs au savoir de la démocratie. Mais malheureusement, tout ne finit pas par l'association, par des chansons, puisque d'abord, si Platon demande que les philosophes soient rois, deviennent rois, c'est que quelque chose de l'organisation de la politique athénienne ne lui convient pas tout à fait. Et il est vrai que la sagesse de Platon n'aura pas raison de la folie ou n'a pas eu raison de la folie de Denis de Syracuse. Toute la philosophie de Socrate, son maître, n'empêche pas les citoyens d'Athènes, Anytos, Mélétos et Lycon, de demander et d'obtenir sa mise à mort. Et tout le républicanisme d'Aristote, qui est le grand penseur fondateur en vérité de la philosophie politique, ne peut pas freiner la conquête impériale de Philippe de Macédoine et de son fils Alexandre, dont il était pourtant Aristote le précepteur. Bref, Rome, après Athènes, distingue à son tour, d'un côté, le savoir comme sagesse, sapientia, et science, scientia, et de l'autre, dans le droit civil romain, on distingue le pouvoir comme potestas, puissance, auctoritas, autorité, et imperium, le plus haut, le pouvoir militaire, considéré comme le plus haut pouvoir. À la suite, et évidemment, je vais à marche forcée, la séparation s'installe dans la longue durée de la chrétienté médiévale. Chacun connaît le « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qui a fixé une division prolongée entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, je distingue à dessein ces deux noms, et ouvre l'époque de la lutte du sacerdoce et de l'Empire. Les légistes impériaux, dans l'école de Bologne, appuyés sur la réception du droit romain impérial de Justinien, veulent que la potestase de l'empereur s'étende sur le monde, et en particulier vassalisent les royaumes qui regimbent. Les pontifes, de leur côté, souhaitent que leur auctoritas, établie dans le droit canon et diffusée dans les universités qu'ils créent, réserve leur pouvoir spirituel, que nous le savons, les clercs réveillent et diffusent
profondément. Mais c'est donc beaucoup plus tardivement qu'à la Renaissance, dans les cités italiennes et notamment à Florence, quand les humanistes vont retrouver les lettres et les sciences gréco-latines, que cette partition va prendre fin pour laisser place à une intervention directe des lettrés et des savants, à la fois dans l'action politique, dans le discours politique, donc, au fond, mettent en œuvre un principe d'association. Alors, quelques exemples. Les humanistes, tous ne sont pas véritablement connus, mais certains le sont très bien. Coluccio, Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini ne sont pas très connus chez nous, mais il faut rappeler qu'ils ont été promus chanceliers de la République de Florence et que c'est eux qui ont dirigé, n'est-ce pas, la République à un moment fondamental. D'autres, comme Léon Baptiste Alberti, Ange Policien, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Machiavel, Guichardin, qui font plus partie de notre culture commune, ont rempli des missions pour la République, ou encore pour les premiers citoyens de Florence, qu'étaient les Médicis, qui ont pratiqué, on le sait, le mécénat à leur égard comme à ceux des artistes. Mais également, dans d'autres cités italiennes, Filarete à Milan, Laurent Valla à Naples, Flavio Biondo à Rome, ou encore de Rechef, Léon Battista Alberti, deviennent tous des conseillers des princes et des papes, en particulier de ceux qui ont fait une place éminente aux arts et aux sciences. Martin V, Eugène IV, Nicolas V, Pie II pensionnent également les humanistes savants dans toutes ces cités. Lettrés et artistes organisent la chasse aux lettres anciennes et leur traduction. On est là dans un âge d'or, il faut bien le dire, de la relation des savoirs et des pouvoirs qui a été largement représentée à loisir, notamment par ces grands peintres que nous admirons, Botticelli et Ghirlandaio. Et donc ceci explique, n'est-ce pas, que, en fait, à la belle saison, des millions d'Européens vont en Italie, vont dans cette Italie de la Renaissance pour retrouver, au fond, ce qui est considéré comme un paradis perdu, comme l'expliquent nos écrivains. Après la chute de la République à Florence, l'échec de la République tombe en 1494, lorsque Charles VIII d'Anjou prend la ville, eh bien, cette association si remarquable du savoir et du pouvoir ne survivra dans les royaumes et l'Empire, si l'on accepte les sciences, que sur un modèle, je dirais en quelque sorte virtuel, car c'est l'investissement de cette République italienne dans les savoirs et les arts qui a permis aux idées républicaines de survivre en Europe. D'abord dans les utopies, Thomas More, Campanella, Giordano Bruno, même chez nous, Rabelais, puis à travers la peinture, la sculpture, l'architecture, l'art des jardins, qui imitent absolument toutes les capitales européennes. Après la République de Cité, bientôt dans la République, elle est unique à ce moment-là, la République d'État des Provinces-Unies, on observe une participation également remarquable et directe des doctes, des clercs et de leur savoir aux décisions politiques, et en particulier un grand nombre de Français, du parti des politiques, Languet, Duplessis-Mornay, Bodin, Baudouin et d'autres, tous protestants et catholiques modérés, rejoignent la Hollande pour gérer l'arrière-conseil de Guillaume d'Orange. Et d'ailleurs, ils participent directement au grand combat politique et à la rédaction des textes fondateurs de la République des Provinces-Unies. Auparavant, Erasme, qui était, comme vous le savez, conseiller de Charles Quint, et ses correspondants humanistes ont déjà entamé la conquête de la société du XVIe siècle, sur lequel je reviendrai. Le savoir et les personnes de ces savants et de ces lettrés garderont alors des positions quasi inexpugnables, évidemment dans la société, mais aussi dans l'état de justice anglais, dans les parlements français, comme dans la culture. Bientôt, c'est cette fois donc dans l'État que s'organise en Europe de l'Ouest et du Nord un mouvement remarquable de création des académies, telles la Royal Society en Angleterre, l'Académie des sciences en France, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie française, j'en oublie. Et ce mouvement se poursuit dans toutes les grandes capitales européennes, à Berlin, à Madrid, jusqu'à Saint-Pétersbourg, dans la suite des temps. Ces académies, je les mentionne parce qu'elles ne sont pas des instituts de consécration, au fond, des savants au terme de leur carrière, mais de véritables instituts de recherche à cette époque. On y trouve, par exemple, à Paris, on trouve Leibniz et Huygens, à Londres, Newton, et également des historiens, des écrivains, Mabillon, Racine. Donc, ces académies savantes symbolisent alors l'exceptionnelle réussite d'un humanisme qui s'est poursuivi après la malencontreuse condamnation de Galilée. Mieux encore, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, la naissance de la clinique et de l'hôpital moderne, comme Foucault les a étudiés, sera directement appuyée
sinon issus de la politique d'État, comme le sont déjà au XVIIe siècle les grands ateliers de recherche de l'histoire, et l'avaient souligné des historiens comme Renan et Gabriel Monod. Alors, faut-il s'arrêter là et estimer qu'au fond, tout est bouclé en quelque sorte? Eh bien non, parce que maintenant, il est nécessaire de bousculer la chronologie pour montrer que le couple des savoirs et des pouvoirs, dans ce couple, le divorce et la réconciliation vont avoir lieu plusieurs fois. Pour vous en convaincre, je me réfère à 2 déclarations retentissantes d'illustres témoins que chacun connaît. D'abord Montaigne. Montaigne affirme « Il est temps de nous dénouer d'avec la société puisque nous n'y pouvons rien apporter ». C'est dans les Essais chapitre 18. Et ça, c'est, vous savez, rédigé entre 1580 et 1588. Ensuite Voltaire, qui fait dire à Candide, revenu de ses aventures, « Cultivons notre jardin ». Bref, du XVIe au XVIIIe siècle, ces 2 déclarations célèbres dessinent cette fois ce qu'on a appelé l'espace de la République des lettres. Elle a d'abord commencé par reconnaître en Europe son chef de file, et en opposition à la politique tout court, elle s'inscrit, on le voit bien, dans une géographie qui est plus européenne que nationale. Elle est née dans le sillage des guerres de religion, de la défaite de la Réforme en France ou du catholicisme dans les pays protestants. La République des lettres se constitue donc comme une institution d'opposition enracinée dans la société civile. Elle va se développer jusqu'à la veille des révolutions, et de notre révolution en particulier, enrôlant d'abord une partie, puis bientôt la majorité des lettrés et savants dans l'opposition au pouvoir. La double sentence de Montaigne, au fond, et de Voltaire, signifie que la République des lettres, ne pouvant agir dans la res publica comme elle le souhaiterait, notamment sous un gouvernement monarchique, peut et doit investir en même temps que la solitude de la réflexion personnelle et le retrait des individus, l'espace des lettres et des sciences, déserté en partie par le pouvoir. Cependant, comment ne pas reconnaître que ce remarquable développement en Europe, au fond, des sciences et des lettres, issu donc de la Renaissance, porté par la République des lettres, est au principe d'abord de la Révolution, plus tard de la Révolution industrielle, et puis qui nous donnera plus tard la prospérité économique, mais aussi avec des effets ambivalents, mais aussi, et également l'allègement de la vie humaine qui nous a permis de gagner une vie, n'est-ce pas? Je crois que ça a été évoqué. En 1850, la moyenne de la vie humaine se situait autour de 44 ans, alors qu'aujourd'hui, elle tourne autour de 80 ans. De même, et ça c'est un phénomène qui est peut-être moins connu, la transformation du droit politique du XVe au XVIIIe siècle qui va régir nos républiques démocratiques, avec la théorie de l'État souverain, avec celle du contrat, c'est-à-dire le nécessaire consentement des citoyens, des droits humains, des droits des peuples, qui autorise le développement des républiques démocratiques dans lesquelles nous vivons, eh bien, en découle très certainement. Bon, et là, je vais passer plus vite parce que ce sont des choses plus connues, mais il est tout à fait remarquable d'observer que c'est dans le développement, après évidemment la Révolution, des républiques, la Première République, la Seconde République, la Troisième République, qu'on va assister, comment vous dire, à un investissement très remarquable au fond du pouvoir dans les savoirs. La Première République, passé l'épisode de la Terreur, a un bilan exceptionnel. Les premières lois sur l'éducation, la floraison des institutions de recherche et d'enseignement nouveaux, la création de l'École normale supérieure et de l'École polytechnique, la refonte du Muséum d'histoire naturelle, et les résultats ne le sont pas moins en présence de grands savants, Bailly, Monge, les frères Cassini, Carnot. Alors, nul doute que la réapparition de la Seconde République de 1848, où figurent comme personnalités tutélaires cette fois des écrivains poètes, chacun a vu, n'est-ce pas, des tableaux représentant Lamartine et connaît le rôle de Hugo, et plus tard la Troisième République, qu'on baptisera, c'est un historien, Albert Thibaudet, qui utilisera ce nom, République des professeurs, n'est donné de meilleures chances aux différents savoirs, d'influencer, de participer directement au pouvoir. D'ailleurs, la Belle Époque, on le met entre guillemets, a laissé le souvenir d'une expansion économique remarquable,
n'est-ce pas, de prospérité, mais aussi d'un très grand nombre d'innovations dans les sciences et dans la technique, l'avion, le cinéma, nous connaissons tous cela. Donc, de cette brève incursion dans l'histoire longue et alternée des savoirs et du pouvoir, eh bien, on peut déjà trouver, me semble-t-il, un fil conducteur relevé par d'autres avant moi. Comment ne pas observer que le développement des républiques, et mieux encore, leur progrès démocratique, a permis que les savoirs, par leur découverte et leurs applications, aient innervé directement l'économie, la société civile, mais aussi, pour un temps, le fonctionnement même du pouvoir. Pourtant, et vous l'avez tous remarqué, le passé ne peut pas encore nous expliquer le caractère absolument alternatif de ces relations de savoir et du pouvoir, et moins encore nous éclairer sur la virulence actuelle, culturelle et politique de l'opposition aux institutions et au fond de ce qu'on a appelé très justement la crise de la démocratie. Il faut donc nous tourner vers l'actualité. Et j'en viens à la situation actuelle. Concernant la relation des savoirs et des pouvoirs aujourd'hui, au fond, comment expliquer, dans le cadre de l'expérience française, ces allers et retours et le conflit prolongé, au fond, des acteurs des savoirs et du pouvoir? D'abord, on peut remarquer, ça a été fait à maintes reprises, qu'il a été allégé d'une certaine façon, puisque les entreprises s'appuient largement sur les informations et les sciences à travers leurs ingénieurs, leurs techniciens, et que le pouvoir politique, lui de son côté, utilise aussi, à travers ses élus et ses administrateurs, l'ensemble des connaissances disponibles à tous dans une société de liberté qui sont collectées par des instituts publics de recherche qu'ils financent. Pourtant, la pérennité et la vigueur de l'opposition sociale et culturelle au pouvoir nous conduit, au fond, aujourd'hui, à chercher des responsabilités, et notamment dans le cas français, qui sont susceptibles d'être analysées de cette opposition continuée. Alors, je dirais, premièrement, dans celle des pouvoirs, l'État administratif français et celle des savoirs, l'idéologie intellectuelle qui paraît dominer une partie de la société. Alors, d'abord, n'est-ce pas, au fond, la responsabilité des pouvoirs. Vous le savez, ce n'est pas une question nouvelle, puisque au XVIIIe siècle, nos philosophes, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, pour ne pas les nommer tous, ont estimé qu'il était nécessaire de voyager, de regarder ce qui se passait ailleurs, pour comparer notre situation aux autres. Et par exemple, Voltaire, en comparant la condition faite en Angleterre à Newton, dans les lettres anglaises, promis à tous les honneurs, Newton a été président de la Royal Society, directeur de la Monnaie, à celle très chichement attribuée en France à Descartes, qui a dû s'exiler en Hollande, qui est mort en Suède, eh bien, incrimine directement la marginalisation politique en France des savants et des lettrés. Montesquieu, de son côté, a attaqué le despotisme de l'État français en multipliant effectivement les imprécations contre les commis des commis, en réclamant la séparation des pouvoirs. Au fond, il s'en est pris à ce que le maire de Saint-Raphaël a appelé l'État bureaucratique et à ce que nous nommons plus volontiers aujourd'hui l'État administratif. Pourquoi ? Sinon parce que pour lui, dans un tel type d'État, je dirais Montesquieu avant Tocqueville. Tocqueville a refait, au fond, a reconduit cette mise en accusation. La décision politique est prise non après un arbitrage sur le modèle de l'arbitrage juridique, n'est-ce pas, en présence de témoins et de parties, mais dans l'arbitraire des cabinets des administrateurs. Et je reste un peu sur cet état administratif parce que créé au XVIIIe siècle, il n'a jamais eu de dilection particulière pour la République des lettres. D'ailleurs, Jean-François Delfraissy nous a montré combien, au fond, dans le cadre des décisions politiques les plus récentes, celles concernant l'affaire du Covid, puis, au fond, cet état administratif fait une place, au fond, tout à fait insuffisante, selon lui, aux connaissances scientifiques. Et j'ajouterais que cet état administratif n'a cessé, de créé au XVIIe siècle, qui n'a donc jamais eu de direction pour la République des lettres, n'a cessé de se renforcer en France dans l'histoire de notre État et de notre politique. Sous Bonaparte, mais surtout, il a fait un retour absolument remarquable dans la Constitution de la Ve République. Nous, et quand je dis nous, je parle des universitaires, des enseignants, des chercheurs, des écrivains, avons été les témoins depuis un demi-siècle de l'impact sur la condition des enseignants, des avocats, des chercheurs et
Henri Guénaud a cité très justement Régis Debray, je ne suivrai pas sur tout, mais je rappellerai quand même que dans une vision aussi amère que juste, il avait anticipé dans des ouvrages qui ont eu un écho certain, que le magistère des lettres et des sciences serait bientôt remplacé par celui des médias. C'est pourquoi il s'est intéressé à la médiologie. Il ne pouvait pas se représenter alors que derrière les médias s'avanceraient bientôt les acteurs, les chanteurs, les humoristes, bref, le music-hall pacsé avec les pouvoirs publics. Comment s'imaginer également que l'État administratif, qui prétendait tout régler et tout régenter, allait évaluer nos propres recherches, mais aussi, et là, je comprends lire, n'est-ce pas, des médecins qui étaient présents, les médecins de l'hôpital, et que cet État, ne pouvant régler tout seul, on serait contraint finalement d'appliquer dans l'urgence les décisions politiques de corporations constituées ou irruptives. Le résultat d'une telle situation a été décrit, c'est l'extrême resserrement de l'accès à la décision politique, qu'elle soit celle des grands postes administratifs, des directions administratives, des cabinets ministériels ou de la présidence de la République, qui, au fond, où sont présents essentiellement des administrateurs et corrélativement, je mets ça en rapport, la montée des règlements. Une situation, il n'est pas besoin de s'étendre longuement, très dommageable, tout le monde le comprendra, à une démocratie pluraliste et plus ouverte, au fond, à toutes les professions, n'est-ce pas ? Mais évidemment, j'en viens maintenant à la responsabilité, n'est-ce pas, des savoirs eux-mêmes ou des sachants eux-mêmes. Il faut aussi balayer devant sa porte. Il ne suffit pas de pointer la responsabilité du pouvoir, il faut également sonder la responsabilité des idéologues, et c'est le problème qui a été déjà évoqué dans la partie consacrée, très intéressante, au rapport entre idéologie et science. Je retiens ce qui a été établi. Les savoirs en général, les connaissances acquises pour les humains que nous sommes, surtout à l'âge du développement de l'éducation et de la communication, débordent de beaucoup le sanctuaire de la ou des sciences. Davantage, dans toutes les sociétés démocratiques, chaque citoyen réclame légitimement non seulement d'avoir un accès aux connaissances, mais aussi de participer par son jugement critique et ses acquis personnels à l'élaboration du savoir. D'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, Rousseau l'avait dit, contre d'autres philosophes, la conscience est toujours supérieure à la compétence. À partir de là, évidemment, nous assistons depuis peu, et là, je considère évidemment ça comme d'autres, ici, à une critique en règle de la science, comme une dérive, et à un dénigrement plus diffus, mais très insistant, au fond, de la République démocratique. Alors, pour le comprendre, je voudrais évoquer d'abord un état d'esprit, en allemand, vous savez, un Zeitgeist, comme disent les Allemands, qui s'est installé chez les philosophes et chez les sociologues. D'abord chez les philosophes, n'est-ce pas ? Je commence par nous. Malgré l'existence en France d'une remarquable école de sciences, une école de sciences dans les sciences mathématiques, n'est-ce pas, de Descartes, Pascal, Descartes jusqu'à Bourbaki, d'une non moins remarquable école de médecine, je ne vais pas les énumérer, et aussi au XXe siècle d'une fantastique école d'histoire des sciences et d'épistémologie avec Cavaillès, Canguilhem et Bachelard, eh bien, ce ne sont pas ces idées-là qui font aujourd'hui notre activité, ce sont les idées de la révolution conservatrice qui se sont imposées. Et j'ai nommé évidemment le plus influent parmi leurs auteurs, le plus influent, Martin Heidegger. Résolument critique, au fond, de la pédagogie qui a 2000 ans d'âge, des philosophes depuis Platon et Aristote jusqu'à Kant, Husserl et Heidegger, qui ont voulu, au fond, mettre la science au sommet des disciplines, Heidegger affirme dans Sein und Zeit que depuis la Renaissance, tout est à jeter dans le monde moderne, en s'appuyant d'ailleurs sur les désillusions du progrès, car ce monde est dominé par les sciences et les techniques qui, écrit-il, je le cite, se vouent à l'oubli de l'être, et donc, la conséquence qu'il en tire, c'est qu'il faut s'éloigner hyperboliquement de la raison logique et calculatrice pour faire advenir la pensée. De même, Heidegger, toujours lui, rejette avec un très grand mépris, mais il n'est pas seul, toute la construction politique qui ne serait pas fondée sur la puissance, sur l'avantage,
avec la violence et la conquête exercée par l'homme, qui est pour lui, l'homme, n'est-ce pas, le plus terrifiant de tous les terrifiants, un être pour la mort, voué à la finitude et à la présence. Et c'est cette perspective, il faut le reconnaître, qui a dominé, n'est-ce pas, la philosophie française dans laquelle nous avons été enseignés, j'ai été enseignée, même si aujourd'hui, je dois reconnaître que parmi les jeunes philosophes, elle est beaucoup plus critiquée que dans la génération qui me précède et dans ma propre génération. Deuxièmement, au fond, il y a aussi une responsabilité des sociologues. Au nom de l'impératif démocratique et au motif allégué que les sciences sont incertaines, dispersées et ne résultent que d'une intelligence collective, ça a déjà été critiqué tout à l'heure très bien par Henri Guénaud, qui a montré, n'est-ce pas, les illusions qu'on pouvait nourrir à propos de l'intelligence artificielle et l'impossibilité, n'est-ce pas, de renoncer à une décision, à un jugement critique individuel, n'est-ce pas, dans n'importe quelle découverte. Bref, des sociologues comme Daniel Innerati demandent que les sciences soient remplacées par une société de connaissances animée par de nouveaux acteurs. Et il cite les lanceurs d'alerte, les membres des ONG et les associations spontanément fermées. Vous savez que cette demande a un grand écho aujourd'hui, en particulier dans les médias. Les savoirs scientifiques, dit-il, sont incertains. On peut se demander si les savoirs scientifiques sont aussi incertains, dispersés et collectifs qu'ils l'affirment. À la vérité, ce que je retiens de l'histoire des sciences, dont j'ai cité les grands noms, nous a enseigné que les sciences de la nature reposent conjointement sur des démonstrations, un travail de la preuve et des déductions logiques, mais ajustées à un jugement critique et qu'elles visent quelque chose qui soit valable pour tous, n'est-ce pas ? Également, n'est-ce pas, dans les sciences physiques, les protocoles d'expérimentation sont organisés avec le jugement critique pour établir des régularités et des rapports de causalité. Quant aux sciences humaines et sociales, les chercheurs ont aussi à rendre compte à partir de leurs sources de la vérité et de leur objet en tenant compte de règles qui sont légèrement différentes évidemment de celles des sciences de la nature parce que l'argumentation, parce que la place de l'équation personnelle et idéologique du chercheur évidemment se surajoute à la seule argumentation. Bref, les sciences, comme le dit Adi Bachelard, sont moins incertaines qu'elles ne sont approchées. Et je vais vous donner un exemple. La mécanique relativiste d'Einstein n'a absolument pas aboli la mécanique classique de Newton. Elle l'a simplement resserrée dans les limites d'une astrophysique qui est valable pour une astrophysique planétaire, qui peut faire décoller un avion autour de la Terre, mais elle est tout à fait insuffisante pour envoyer une fusée sur Mars, où il faut évidemment utiliser la physique d'Einstein. Donc, les découvertes scientifiques, et autre point, les découvertes scientifiques, et ça, je ne reviens pas sur la démonstration d'Henri Guénaud, ne sont jamais uniquement collectives. Elles sont validées par la collectivité des savants ou des recherches statistiques, mais elles sont, au départ, le résultat de l'invention, du jugement critique d'individus, nous les connaissons, comme Galilée, Newton, Einstein ou Marie Curie, et ne se développent véritablement, et là on l'a dit à juste titre, que dans une société de liberté. Il faut donc, si vous voulez, renverser la formule de l'obscur Jean-Baptiste Coffinhal qui, appuyé par Marat, n'est-ce pas, déclarait au tribunal révolutionnaire et pour appuyer la guillotine pour Lavoisier, que la République n'avait pas besoin de savants, par exactement l'inverse, la République a besoin de savants. Alors, en conclusion, et je vais en terminer là, et pardonnez-moi si j'ai un peu débordé mon temps, il est temps de répondre à la double question qui nous a été posée. Les politiques sont-ils en panne de savoir comment articuler les savoirs et les pouvoirs au regard de l'impératif démocratique? Là aussi, je crois que beaucoup, au fond, d'éléments de réponse nous ont été donnés. Les pouvoirs sont-ils en panne de savoir? Non, si le savoir se confond aujourd'hui avec la seule information, n'est-ce pas? Les dépêches d'agence, les impératifs, si vous voulez, des conseillers, l'importance de la communication n'ont jamais occupé une telle place. Et j'ai été très frappée de ce que nous ont dit nos élus, aussi bien Frédéric Masquelier que David Lisnard. L'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'urgence, l'actualité absorbe évidemment une partie de la fonction politique et il faut le respecter absolument.
Mais, si vous voulez, est-ce tout? Si j'avais le temps, je vous citerais l'apologue d'Abraham Lincoln dans le film que Steven Spielberg lui a réservé, mais ça sera plus ramassé et plus simple de rappeler simplement une formule de François Mitterrand qui n'est pas toujours comprise: il faut laisser du temps au temps. Autrement dit, la politique, ce n'est pas seulement l'actualité, elle se situe dans un espace plus vaste et avec des fins, n'est-ce pas, des fins qui elles-mêmes ne sont pas dans la présence, mais dans l'avenir, enfin, elles sont liées au passé et à l'avenir. Donc, oui, par contre, on peut dire qu'il y a une panne de savoir, si par savoir on entend la connaissance des résultats de la recherche scientifique ou savante et la place laissée à ceux qui effectuent cette recherche dans les sommets de l'État. Oui encore, si les vœux des citoyens ne sont pas entendus, d'abord par le recul, n'est-ce pas, de la place de ceux qui les représentent, les premiers directement, les élus, les maires, les députés, le pouvoir législatif ayant été, dans le cadre de la Ve République, ayant perdu une grande partie de sa fonction législative au profit de l'exécutif. Bref, c'est l'impératif démocratique qui, comme l'on dit, de nombreux participants, se faisant l'écho de ce qu'on entend tous les jours, n'est pas véritablement réalisé. Pour l'accomplir, il faut d'abord rappeler que ce n'est pas... D'abord, qu'au fond, c'est peut-être par ignorance qu'on utilise abusivement le terme de démocratie pour décrire notre régime politique. Je m'explique. La Constitution de 1958 énonce que la France est une république démocratique, laïque, sociale et décentralisée. La démocratie n'est qu'un attribut de la République. Et cela dit, notre Constitution est absolument fidèle à la philosophie politique la plus ancienne, celle d'Aristote, qui, comme il l'a établi, fait une différence fondamentale entre la politeia, n'est-ce pas, c'est-à-dire la République, un régime qui a en vue, dit-il, l'intérêt général et l'autorité s'exerce par la loi sur des hommes libres et égaux, et politeuma, les gouvernements, car dit encore Aristote, et c'est ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime et qui se passe encore après la Révolution, une république peut avoir des gouvernements différents. Elle peut avoir un gouvernement monarchique, elle peut avoir un gouvernement aristocratique, elle peut avoir un gouvernement démocratique, ou tout simplement, et c'est ce que le général de Gaulle a souhaité dans la Constitution de la Ve République et qui, là, n'a pas été remis en cause, un gouvernement mixte. Parce que la Constitution de la Ve République, c'est un peu de monarchie avec le président élu au suffrage universel, pas mal d'aristocratie avec les grands corps de l'État et le suffrage universel qui établit quand même une démocratie en dernière instance. Par conséquent, au fond, l'impératif démocratique pour notre République démocratique, au fond, ne peut se traduire que par un effort de démocratisation. Il faut démocratiser la République. Comment l'obtenir? Alors, dans l'orientation sociale de la politique française, celle-ci l'a cherché pendant plus d'un siècle et d'ailleurs elle a obtenu des résultats remarquables, n'est-ce pas, dans le mouvement social, dans la réforme de la société. Mais hélas, à un prix élevé, et je vais vous dire lequel du point de vue intellectuel. On a laissé dans l'oubli, au fond, tout ce qui concernait directement l'État et le politique, c'est-à-dire la Constitution, l'organisation de l'État, le droit politique. Celui-là est mal étudié, non seulement dans les universités, mais absolument, au fond, absent, ou peut-être sauf aujourd'hui, des forums de discussion publique. Et il me semble qu'il est absolument important, si on veut réaliser cet impératif de la démocratisation, pour le rendre cohérent avec l'organisation de nos pouvoirs, eh bien que non seulement les universitaires, les chercheurs, mais l'ensemble, n'est-ce pas, des citoyens s'y intéressent. Et comme, au fond, la dernière journée de ce colloque, et en particulier dans les interventions que nous avons écoutées ce matin, sont allées dans le sens, eh bien, il me paraît que c'est en ce sens que ce colloque fera peut-être date. Et je veux évidemment en terminer pour remercier tous les participants qui l'ont permis. Mais c'est vous que nous remercions chaleureusement et on vous applaudit bien sûr pour ces brillantes conclusions et ces remarquables analyses au fond de la nécessité pour notre République de renouer avec les savoirs et avec les savants. Alors il nous reste vraiment 3 minutes pour une toute dernière question peut-être pour faire vivre, disons, le débat avec vous, chère Blandine Kriégel. S'il y a une question peut-être ou une demande de précision.
Ah voilà, il y a un monsieur là derrière, si on peut avoir la gentillesse de lui passer le micro, voilà. C'est vous qui aurez, cher monsieur, le mot de la fin. Et nous vous écoutons. Et nous vous écoutons. Restez peut-être au pupitre, Blandine, pour lui répondre. J'ai pas du tout la prétention d'avoir le mot de la fin. Carbon de 16, Madame la professeure, merci, c'était lumineux. J'ai admiré le fait que vous arriviez à tout faire en 5e vitesse et que nous comprenions dans la salle. Merci infiniment. Mais ma question est simple. Elle rejoint à la fois ce que vous nous avez dit sur l'état administratif et la conclusion de votre conclusion sur l'enseignement des valeurs fondamentales par rapport à une dérive où l'administration a une tendance à s'autosuffire. Est-ce que, au fond, nos gouvernants, dans la technostructure, conservent en tête que les principes fondamentaux que vous nous avez rappelés n'ont pas été rédigés pour les temps calmes, mais précisément, comme c'était l'objet de ce week-end, principalement pour les temps de crise? Merci beaucoup. Elle va vous répondre. Oui, avec le micro. Merci de cette question qui est évidemment fondamentale, mais je ne crois pas, je vais vous le dire pourquoi, que les principes fondamentaux de notre République ont été rédigés seulement par temps de crise. Pourquoi ? On peut croire ça si on pense que c'est la Révolution française qui a inventé notre droit politique, ce qu'on lit dans beaucoup de manuels. Mais c'est une erreur majeure parce que tout notre droit politique, alors je cite, n'est-ce pas, la théorie de l'État fondée sur la souveraineté, la théorie du contrat social, la théorie des droits humains est bien antérieure. Il est apparu dans le courant républicain sous l'Ancien Régime, en Angleterre, en Hollande, en Angleterre, en France, mais c'est sous l'Ancien Régime. Et par conséquent, alors vous me direz, évidemment, toute cette théorie répondait à des situations également très mouvementées. Mais au fond, cette organisation du droit politique de toutes les républiques, y compris la République démocratique américaine, n'est-ce pas, qui advient par la Révolution et la déclaration d'indépendance, tire son droit politique, je ne dis pas, non pas son droit social, non pas tout ce qui était apporté au 19e et au 20e siècle, qui est également très important, mais son droit politique vient, n'est-ce pas, du courant républicain depuis la Renaissance. Et simplement ce qui a été fait d'abord au XVIIIe siècle par nos philosophes et ensuite sous la Révolution, c'est au fond de transcrire ce droit politique dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration d'indépendance américaine et les constitutions. Donc, c'est un droit politique beaucoup plus ancien et malheureusement, pour ma part, ce que je regrette, c'est qu'il est au cœur des discussions dans les pays anglo-saxons aujourd'hui, dans toute l'Europe du Nord, qui, par parenthèse, les pays d'Europe du Nord sont bien des points plus démocratiques que nous. C'est au cœur des recherches. Il y a des bataillons de chercheurs qui s'intéressent à ça et qui l'appliquent. Et en France, omnubilés, et pour des bonnes raisons, n'est-ce pas, pour des raisons qui sont justes, par au fond les grands succès qu'ont remporté le mouvement ouvrier, le mouvement social, eh bien, ou le mouvement libéral et le mouvement socialiste, nous avons oublié cet aspect. Et c'est ça qui fait que nous sommes tellement bloqués et que, évidemment, dans ce blocage, qu'est-ce qui ressurgit ? Il ressurgissent les mouvements au fond extrémistes à gauche comme à droite. Et si l'on veut débloquer cette situation, ce que je dis, mais ça c'est ouvert à la discussion, c'est qu'il ne faut pas se tourner du côté de la société une fois de plus, toujours chercher du côté du social. Non, il faut s'intéresser aux institutions elles-mêmes et à notre droit lui-même. Merci beaucoup, chère Blandine Kriégel.